Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live de preview, surtout principalement, preview F2, F3. La F2, F3 revient, j'allais dire de sa pause estivale, bah non, même pas, c'est même pas la pause estivale, mais ça a quand même été vachement long entre Silverstone et Spa-Francorchamps ce week-end. Mais non, la pause estivale, elle arrive après. On va avoir un double header avec Spa-Francorchamps et la Hongrie le week-end suivant, et puis ensuite bah, la vraie pause estivale voilà, qui prendra globalement quasiment la totalité du mois d'août. Comment est-ce que vous allez? Je vous avoue que moi je suis peut-être 1, 2 minutes en retard, quelque chose comme ça, c'est dramatique, c'est pas dans mes habitudes, désolé. Euh, En tout cas, bonsoir à vous, bonsoir Thiego, oui, qui est présent sur le live. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu ton pseudo en live sur Twitch, mais ça fait plaisir de voir que tu ne rates aucune rediffusion YouTube. D'ailleurs, évidemment, je suis obligé de vous remercier, vous sur Twitch, mais aussi vous sur YouTube qui me suivez en rediffusion. On a passé le cap des 1000 abonnés et ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment... Alors, c'est qu'un nombre, hein, c'est sûr, c'est qu'un nombre, mais j'avoue que... Voilà, pour le côté symbolique, aussi parce qu'éventuellement ça ouvre droit à la monétisation, même si c'est pas grand chose, des vidéos rediffusions YouTube et des autres vidéos. Mais non, mais 1000 abonnés, j'avais ce nombre dans le viseur depuis février, depuis que j'ai passé genre 800 abonnés. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous. Bon, on n'est pas venu ici pour parler de moi, on est venu pour parler de différents sujets, notamment la F2, la F3, et vous allez voir, bon évidemment j'ai préparé, vous me connaissez, un petit diapo. J'avais envie de parler aussi voilà, d'un dossier qu'il va peut-être falloir ouvrir, parce que c'est le retour de la F2, c'est le retour aussi donc de Victor Martins. Et il est vrai que ces derniers week-ends, on a on a commencé à être de plus en plus frustré par Victor Martins ou par la tournure que prenait sa saison. Et j'ai vu pas mal de gens sur Twitter. Nouvelle DA sur le diapo? Non, pas spécialement, tu vas voir. Le reste, ça n'a pas changé, mais je trouvais que ça rendait très bien là aujourd'hui. Mais pas spécialement nouvelle DA. Peut-être qu'il faudrait que je change un petit peu, mais je la trouve assez claire et assez concise, le reste de la DA. Donc voilà, on va évoquer le dossier Victor Martins en voyant s'il faut l'ouvrir ou pas. Parce que Victor Martins, ça reste un excellent pilote, mais un excellent pilote qui nous frustre beaucoup cette année. Donc on y reviendra évidemment. Donc on va parler aussi F2, F3. On va débriefer un peu plus rapidement le week-end de Freka qui s'est passé au Castellet. Les Français ne sont pas prophètes en leur pays, on va dire. Voilà. Mais voilà, on va revenir sur la Freca. Et je pense que c'est à peu près tout. Il y a aussi quelques petites choses en karting qu'on va évoquer. On commence sans plus tarder. Voilà, j'ai envie de dire, on commence par le plus dur, puisque vraiment, d'habitude, la Freca, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'en parler, parce qu'on a Enzo Dellini, on a Evan Gilter. Vous voyez le résultat, Deligny P7, P10, Gilter P9, P7. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va y revenir. Je vois, ouais, là, la question d'Antoine FRT, pas trop à voir avec la Freca, mais les tridents sont surpuissants de cette saison en F3. Où Samy aurait-il terminé cette saison s'il avait redoublé? Et si. C'est pas, on refait pas les carrières, mais voilà, je pense que Samy, il voulait pas prendre le risque de redoubler et de potentiellement que potentiellement Trident sur sa deuxième saison soit largué avec la nouvelle voiture. Au final, ça n'a pas du tout été le cas. Ouais, Samy P5, dans Trident, donc ils ont Camara, ils ont Stromstad, ils ont Wurz. Pour moi, Mektounif, c'est au moins niveau Stromstad. Et puis avec une année d'expérience, je pense que ça ferait, ouais, ça jouerait peut-être pas le titre. J'ai tendance à quand même classer Mektounif en dessous de Camara, mais je pense que ça pourrait faire, ouais, troisième, quatrième, ouais, top 5. Ça pourrait faire top 5. Kato qui sauve le week-end côté français. Oui, il y a bien un français. Alors, on a vu un drapeau français sur un podium en Freca ce week-end, et c'était pour Taito Kato, le champion de F4 française en titre, le japonais, sous licence française, qui a inscrit un podium à la maison en quelque sorte, mais voilà, il n'a pas du tout la nationalité française, il ne parle pas du tout français, il est japonais, mais voilà, il évolue sous licence française puisqu'il vit en France depuis début 2024 désormais, donc
Voilà pourquoi il y avait le drapeau français. Merci beaucoup à Julien Enviave, à Futur Talent F1 sur Twitter. 12e mois de sub consécutif. Non mais attends. 12e mois, genre un an de sub consécutif. Merci beaucoup. Merci. Je crois que t'es le seul, hein, en vrai. Un an de sub consécutif. Waouh. Donc merci beaucoup à toi. En retard pour l'anniversaire du sub. Ma nature ressurgit naturellement. Bonjour tout le monde, mais ne t'en fais pas, tu es tout excusé. J'en profite pour remercier les derniers, les derniers follow depuis la dernière fois, c'est-à-dire Bruxelles. Bah écoute, très belle ville, ma ville préférée probablement. Deliny, j'ai toujours pas compris si la spin ou Clairotte l'a touché en course 2. Ah, Clairotte l'a touché. Clairotte l'a touché, ça c'est sûr. La question c'est est-ce que c'est un incident de course ou est-ce qu'il y a pénalité? Et ça, les commissaires ont toujours pas tranché sur le sujet. Fun fact, j'ai réussi à persuader mon père d'aller voir la Freca après l'avoir insulté de ne pas avoir été au circuit pour Antonelli et Camara. Bah, en soi, il a dû voir l'éclosion d'un grand talent. Il a dû voir l'éclosion d'un grand talent avec Freddy Slater, qui a signé son premier doublé déjà, et donc il avait déjà gagné 3 courses précédemment, et là il a fait son premier doublé. Pour être honnête, voilà, cette première moitié de saison de Slater, elle me fait vraiment penser à celle d'Antonelli en 2023. C'est un peu les mêmes circonstances. Voilà, deux pilotes extrêmement bien préparés qui avaient écrasé la F4 italienne avec Prema avant, qui rejoignent Prema en Freca, donc l'équipe dominante. Et un premier week-end un peu compliqué où ils sont pas en tête du championnat. Et ensuite, la machine commence à se mettre en place. Et là, je pense que Slater, ça va être dur d'aller le chercher, hein. Euh, Comment ça, les commissaires ont toujours pas décidé? Pour Clairotte Deligny, ils ont décidé que c'était un incident de course, mais RS a fait appel. Et donc ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, Freddy Slater en tête du championnat, 20 points d'avance, il s'est vraiment envolé. Avant ce week-end au Castellet, on avait vraiment 5 pilotes qui étaient en lutte pour le titre. Là, on n'en a plus que 2. Ouais, on n'en a plus que 2. Voilà, Pedro Clairotte est passé 3ème, mais attention, sa P4 est en suspens car le clan d'Enzo Deligny, RAce Grand Prix, a fait appel car il y a eu contact entre les deux prétendants au podium, au titre, au top 5. Donc Enzo Deligny, qui était alors 5ème de la course, a été propulsé à la dernière position suite à son contact avec Pedro Clairotte. Ça l'a pas empêché quand même de faire une magnifique remontée et de terminer dans les points. Donc félicitations à lui quand même. 5ème, Evan Gilter, peut-être son week-end le plus compliqué de l'année. Et pas forcément beaucoup de circonstances atténuantes, évidentes. Il n'y a pas eu de contact avec d'autres pilotes. Donc voilà, un week-end un peu plus en dedans par rapport au standard habituel d'Evan Gilter. 6ème, un petit peu plus à distance, on retrouve Yu Yamakoshi. Rachid Aldairi est en 7ème position devant Akshay Bora qui est sur une très bonne lancée avec un 3ème top 4 consécutif et un podium. Taito Kato 9ème après son 2ème podium de la saison. Jin Nakamura, le jeune pilote Toyota, Kanatoli, Jack Beaton, Nikita Bedrin, Gauda, Biron Bagdi qui a encore marqué 2 points. Pensez à toi FCB Noah 7, Michael Beloff et Giovanni Maschio qui sont toujours les 17 pilotes à avoir marqué des points. Merci beaucoup pour le cheer Julien, merci à toi. Il y a un monde où Slater devient le premier à enchaîner les 4 titres de la F4 à la F2. Oui, alors après, j'ai envie de dire, il n'a pas gagné la Formule régionale Moyen-Orient. Voilà, il n'a pas gagné la Formule régionale Moyen-Orient. C'est beaucoup moins, ce début de carrière de Slater est très impressionnant et moi, voilà, je n'ai aucun doute quant au fait qu'on le verra en F1, mais il a quand même des failles. Et ces failles, il les a déjà montrées. Il les a déjà montrées à Macao, par exemple, au Grand Prix de Macao, où il s'est craché tout seul en tentant un dépassement qui avait peu de chances de fonctionner. Il les a montrées en Formule régionale Moyen-Orient, où il était dans la meilleure voiture, dans la meilleure équipe, et il a été battu par Evan Gilter, et même il aurait pu finir 3ème au championnat si Ugo Chukwu n'avait pas eu de problème moteur lors d'une course à Abu Dhabi. Il n'a pas gagné l'Euro 4, alors ça à la rigueur on s'en fiche un petit peu vu que bon c'est un mini championnat de 3 week-ends qui n'est même pas reconnu par la FIA. Ouais, encore une transition offerte, oui merci à toi pour la passe décisive. Donc voilà, et là je vois les débats, Freddy Slater, est-ce que ça devrait aller directement à F2? Pour être très honnête, je pense qu'il pourrait s'en sortir, oui, il pourrait se mettre en valeur, en F2. Maintenant, je sais pas, est-ce que son management est déjà en train de réfléchir à,
sur une direction F1, sur un timing F1, et dans ce cas-là, le mettre directement en F2, est-ce que c'est forcément lui rendre service? Je sais pas forcément. Alors, Julien, j'ai l'impression que tu déformes un tout petit peu les propos quand même. Alors, merci beaucoup, Homero. Ah oui, non mais en fait, Julien, en fait, t'es un petit joueur en fait. J'ai dit que t'étais peut-être le premier avec 12 mois consécutifs, mais Homero, il en est à son 19e mois de sub et son 16e mois consécutif, donc ah oui, c'est hors catégorie quand même. C'est hors catégorie. Petit coucou depuis le sud du Portugal. Eh bien, écoute, profite bien, profite bien de tes vacances, du coup, j'imagine. Euh, Percy a dit sur Twitter, Slater est nul, il a fait P2 sur X alors que Benavides lui-même la met P2 en qualif. C'est pas exactement ça ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, enfin, sur le côté F3, on va y revenir, parce que évidemment c'est l'une des grosses infos de la journée. Freddy Slater sera de la partie en F3 ce week-end chez Hightech. Très très hâte de voir ce que ça va donner. Mais on va y reparler de la F3. Voilà, pour l'Africa, j'ai pas grand chose à dire. Vraiment, Slater, il était dans son monde ce week-end. Il était tout seul. Il était tout seul. J'avais envie voilà, de parler de nos pilotes français pour Enzo Dellini. Vraiment, globalement, tout le monde était un petit peu contre lui. Et malgré ça, il arrive à marquer des points deux fois. Il est percuté en qualification le samedi par Jin Nakamura, son coéquipier, au passage. Voilà. En course le dimanche, il est... Oh, merci beaucoup à Francis Fromage pour son... qui a offert un sub. C'est la première fois que tu offres un sub à Monsieur Hérisson. Et ben écoute, merci beaucoup à vous deux. Donc voilà. Contact en course avec Pedro Clerot pour Enzo Dellini au premier tour, si je ne m'abuse, alors qu'il avait fait un très très bon départ et qu'il aurait probablement pu jouer le podium. Résultat, il retombe dernier et il fait 17 dépassements pendant la course. On rappelle que les frécas c'est très compliqué de dépasser, mais voilà, Enzo Dellini visiblement, voilà, les dépassements ça c'est pas son souci, hein. Vraiment, et assez propre toujours. Merci encore à Julien Enviave pour son qui a offert un sub à Natoon28. Merci beaucoup à toi. Pain, ça devient vraiment solide en essai libre seulement par contre. Alors, ouais. Dorian Pain, écoute, Dorian Pain, j'avoue que j'en ai même pas parlé. Ouais, P17 et abandon. C'est vrai que pourtant sur les qualifications, on avait vu sur les essais libres, pardon, on avait vu des petites promesses. Il y avait eu P13 et P10, quelque chose comme ça. Au final, voilà, ça a été assez loin. Après, en comparaison, Jack Beaton, le plus faible de ses coéquipiers, a été hors des points aussi. C'est voilà. Et voilà, il y a aussi FC Benoît 7 qui complète. C'était voilà, Dorian Parr n'est pas en très très grande forme actuellement. C'est vrai que voilà, il y a eu des essais collectifs à Zandvoort en F1 Academy. Pas tant que ça soit représentatif, mais voilà, elle fait P6, P7 et elle s'écrache même aujourd'hui au circuit de Zandvoort. Bon, c'est pas, c'est pas sa semaine à Dorian, c'est pas sa semaine. Maintenant pour le crash à Zandvoort, elle va bien. Et voilà, il vaut mieux que ça arrive en essai que en course. Mais bon, voilà. Putain, Julien, mais Julien, t'es on fire. Mais économise un petit peu ton argent quand même. euh, Une question d'Antoine FRT. Des updates sur Enzo Peugeot, un retour possible pour Imola, Capietto. J'ai pas spécialement d'update, mais alors, quand j'avais contacté Enzo le week-end, enfin la semaine dernière, il m'avait dit que le Castellet ça allait pas le faire, mais qu'il espérait des nouvelles très prochainement. Donc est-ce que ça peut vouloir dire retour des Imola? J'espère. En tout cas, voilà, voilà, il teasait des choses pour très prochainement. Donc voilà, pour Masseo Capietto, non, il n'y aura pas de retour. A priori, logiquement, il ne devrait pas y avoir de retour en Freca, puisque l'aventure CL Motorsport était compliquée. Puisque voilà, le rythme, le niveau de la voiture ne lui permettait pas vraiment de se mettre en valeur, donc ça valait pas forcément le coup de continuer. Même s'il y a eu un peu de mieux pour Cell Motorsport en qualification, mais en course ça reste très 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 compliqué. C'était avec CL Motorsport, oui, je crois pour Enzo Peugeot, je crois qu'il y avait des contacts avec CL, peut-être. Ouais, je crois que c'était avec CL de mémoire, ouais. Mais voilà, Enzo Peugeot reste un excellent pilote et je pense que voilà, s'il arrive
Je pense qu'il peut avoir des offres un petit peu ailleurs aussi, peut-être l'Eurocup 3 potentiellement, je sais pas. Je sais pas. Euh, Si c'est pour revenir chez Cell Motorsport, autant rien faire. Ouais, peut-être. Puisque même, tu vois, un pilote aussi expérimenté que Michael Beloff, tu vois, voilà, même en faisant une super qualif en course, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Evan Gilter, bon, bah voilà, on en a un petit peu parlé au niveau du classement, mais ouais, c'était son moins bon week-end. Voilà, c'était un peu compliqué. Il a même été battu par l'un de ses coéquipiers, Taito Kato, le samedi. Donc voilà, il n'était pas dans ses standards habituels. Maintenant, ça marque quand même des points. C'est pas catastrophique, hein, pas du tout. Ça, c'était ok. C'était ok. Et voilà. Le truc, c'est que Evan Gilter nous a habitués à la perfection. Donc voilà, on a un peu plus de mal à se satisfaire d'un week-end ok. Donc voilà, on espère que ART va vite revenir sur le devant de la scène, peut-être dès Imola dans une dizaine de jours. Dégoûté. Ouais, ouais, non, c'était compliqué. C'était compliqué. Et puis voilà, comme je t'ai dit, pour Deligny, autant on l'a vu dans des petits contacts et tout le samedi, le dimanche. Pour Gilter, bah, il a réussi à éviter les contacts, mais juste le rythme était un petit peu compliqué. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Alors, Julien Ndiev qui offre un sub à Percy Wolf avec un F. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, soit. J'ai un presque homonyme. D'accord. Euh, Bah bof, bof. En vrai, le dimanche, c'était pas si mal, hein. C'était pas si mal. D'ailleurs, de base, il fait P6. Il se prend une pénalité que je comprends pas vraiment pour avoir a priori abusé des limites de la piste, tout comme Matteo De Palo qui a aussi perdu une place. Pas compris pourquoi. Bon, voilà. Non, le dimanche, il y avait du mieux. C'est juste que la RT était un petit peu plus en valeur. Ça valait mes 5 euros. Ouais, je pense. Je pense que ça valait tes 5 euros. Bon, aussi une petite page karting, et puis ensuite on va passer au dossier du live, au dossier Victor Martins. Alors le coffre de la hype, non, je sais toujours pas comment ça marche. Ouais, partager, chouchou, hop, émoticône, envoyer, comprends pas. Le karting, il y avait aussi du karting international avec notamment notre jeune espoir normand Maël Lemarchand. Maël Lemarchand, 13 ans, encore 13 ans je crois, qui a joué enfin qui a fait la pole position, qui a longtemps joué la victoire, qui au final a eu un dimanche vraiment pas à son avantage au final. Il limite la casse et reste quand même ex aequo en tête du championnat avant la finale en septembre, si je ne dis pas de bêtises, enfin, en tout cas pendant l'automne. Par contre, par contre, nous avons un nouveau champion d'Europe KZ, Matteo Spirgel. J'en avais déjà parlé l'an passé. Matteo Spirgel qui était déjà champion d'Europe KZ2, donc on va dire l'antichambre. Et là, il vient de gagner le championnat d'Europe KZ. Le KZ, c'est simple, c'est la F1 du karting. On ne fait pas plus rapide que ça. C'est vraiment les boîtes de vitesse, enfin des cartes avec 6 vitesses, des départs arrêtés. Enfin voilà, c'est la F1 du karting. Jamais un Français n'avait été champion d'Europe de karting. KZ et Matteo Spirgel a seulement 18 ans l'a fait, donc bah écoute, félicitations, félicitations, même si j'ai déjà eu l'occasion de lui dire et que j'ai déjà eu l'occasion d'un petit peu parler avec lui et qu'il y a potentiellement quelque chose qui arrive avec lui. Voilà. Et donc seulement 18 ans, hein, seulement 18 ans pour d'habitude, enfin voilà, le championnat d'Europe KZ, c'est vraiment là où il y a les professionnels, où il y a des pilotes qui ont plus de 20 ans, qui ont des pilotes qui ont 30 ans, voire même plus. Donc vraiment, à 18 ans, il a fumé, il a fumé des grands gaillards, des grands adultes, quoi. Le karting, je suis perdu, c'est qui les gros prospects du karting et ceux qui visent la F4? Bah, on va aussi un petit peu en reparler sur la fin, puisqu'il y a aussi le championnat d'Europe de karting Oka, enfin, et Oka Junior, donc des plus jeunes. Ceux qui visent la F4, alors Maël Le Marchand, il est encore un petit peu jeune, c'est un mi-2011, donc il arrivera en F4 en 2027 probablement. Ligue d'une interview avec lui, j'imagine, sur Feeder Series. Écoute, il se pourrait que votre cher Percy Wolf soit monté en gamme, hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Puisqu'après, Matteo Spirgel, il a 18 ans.
le but c'est peut-être pas forcément voilà, de passer du sommet du karting mondial à la Formule 4. Il a 18 ans, c'est d'ailleurs un ancien rival de Théophile Nael et de Alessandro Giusti à l'époque du karting, à l'époque en cadet, en national, etc. Mais voilà, les voies se sont séparées et voilà, j'espère qu'un avenir l'attend. Du rouge et du blanc, ah, du rouge et du blanc, ça se pourrait quoi, ça se pourrait. Non mais voilà, au palmarès de ce championnat, on avait quand même un certain Max Verstappen, voilà, qui a globalement été le seul pilote de l'histoire à être champion KZ à un très 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 jeune âge, puisque lui c'était à même pas 16 ans, juste avant ses 16 ans, et qui a ensuite pu directement aller sur de la monoplace, et voilà. Matteo Spirgel reste quand même l'un des plus jeunes à faire cette performance à 18 ans seulement, donc félicitations à lui. Son père avait dit qu'il n'y aurait aucun passage en monoplace. Oui, oui, il y aurait aucun. Bah, de toute façon, enfin, le problème, c'est le budget, quoi. Mais, voilà, vous en saurez plus, peut-être. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Ça, je suis pas sûr, c'est pas moi qui décide. Mais voilà. Écoutez, on est là pour parler quand même du week-end à venir. Week-end à venir, ça veut dire Formule 2, ça veut dire Formule 3. Spirgel remplace Verstappen en 2026. Exceptionnel. Ça serait génial. Donc la Formule 2, ouais, Formule 2, Formule 3. Non mais Formule 2, alors, c'était surtout pour parler de, voilà, du dossier Victor Martin. J'adore, à chaque fois il y a les mêmes messages dans le chat. Super, la F2, on passe à la F3. Bon voilà, le petit point au championnat quand même avant cette 9e manche de la saison à Spa-Francorchamps. Richard Verschoor est toujours en tête. Rien que ça tue la hype, toute la hype que tu pouvais potentiellement avoir pour un week-end de F2. Voilà, Richard Verschoor est en tête du championnat du haut de ses 25 ans. Jack Crawford est deuxième. Voilà. Après sa victoire à Silverstone en course principale. Alex Dunn, le pilote irlandais, le jeune pilote McLaren, est troisième devant Leonardo Fornaroli qui a enfin décroché sa première victoire depuis la F4 italienne en 2021. Cinquième, on a Luke Browning devant son compatriote Arvid Lindblad qui sort quand même de 2 week-ends compliqués. Voilà, à voir si la tendance va se confirmer ou s'il va un petit peu sortir de sa spirale négative. Septième, Sébastien Montoya, grosse surprise de la saison, qui est sur une très grande forme actuellement. Pepe Marty seulement huitième, Victor Martin seulement neuvième, un seul podium, rendez-vous compte. C'était à Jeddah. Et ça commence sérieusement à remonter, même s'il y a quand même 2 pole positions. Dixième Beganovic, on a ensuite Stanek, Kouchmaini, Durksen, Gabriel seulement au 14e, que c'est compliqué. Goethe, Villagomez, Miata, Cordil et Sami Mektounif qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points. Sami derrière Cordil, ouais, égalité de points. Et puis bon, il y en a un qui a une Rodine, l'autre qui a une Trident, c'est pas pareil. Ce classement il est si bizarre, ah bah, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. J'ai trouvé une vidéo très intéressante sur les duels en F2, ça t'intéresserait? C'est à dire quoi les duels? Genre les duels entre coéquipiers? Oui. Bah écoute, ouais, juste la data, ouais, mais ouais, pourquoi pas. Un Français en F4 tchèque. Alors, je sais pas si tu vannes Victor Martins ou si tu... mais oui, il y a bien un Français en F4 tchèque, hein, Romuald de Bocquet, si je ne dis pas de bêtises, ancien demi-finaliste de Feed Racing. J'ai trouvé un truc intéressant à suivre pour la F2, c'est faux. Oh, bah, c'est dur. Bon, Victor Martins, on en est où? Il y a une récente interview avec Feeder Series, avec le journaliste anglais Martin Lloyd, qui m'a un petit peu fait tiquer, pour être très honnête, puisque bon, pour être très honnête avec vous, je ne lis pas tous les articles de Feeder Series, mais évidemment, quand ils interviewent des pilotes français, je regarde ce qu'ils disent. J'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé l'interview. Je l'ai trouvé très sûr de lui. Et enfin, c'est comme s'il était en tête du championnat et que, enfin, voilà, cette première phrase, l'intérêt de Williams était attendu, je n'étais pas surpris qu'une autre équipe F1 vienne me chercher. Alors en soi, je peux comprendre sur le fait que, évidemment, de toute façon, je l'ai toujours dit, Victor Martin, c'est l'un des tout meilleurs pilotes de formule de promotion de ces dernières années. C'est pas un souci. Mais, je sais pas, dire ça quand t'es 9ème de F2, même s'il y a évidemment
énormément de choses qui entrent en compte. Bah, je sais pas, je trouve ça un petit peu surprenant. Alors peut-être qu'il a été conforté par de récentes déclarations de Williams à son sujet sur ses tests, etc. Et que voilà. Mais voilà, cette déclaration, je le trouvais très sûr de lui. Et aussi, bah voilà, je suis d'accord avec le commentaire de Guillaume, une interview un peu où il met des œillères, puisqu'il y a cette phrase aussi qui conclut l'article. On doit analyser pourquoi on ne maximise pas les points le dimanche. C'est comme si c'était toujours quelque chose de différent, de la malchance, un crash, ou ce n'est pas ma faute, des problèmes liés à la voiture, ou juste un manque de performance. Principalement oui, on est d'accord. Mais quand même, il y a eu trop d'erreurs pour un pilote à sa troisième saison, et surtout, c'est pas n'importe quel pilote, c'est Victor Martins quand même, qui est voilà, champion Formule Renault Eurocup, champion F3, et surtout, voilà, l'un des tout meilleurs pilotes, l'un des plus rapides. Il y a eu trop d'erreurs. Je repense à, par exemple, ne serait-ce que la première course de la saison, la sprint à Melbourne, la sprint à Melbourne où il se met tout seul dans le mur après un départ loupé. Bon, le départ, évidemment, on peut toujours critiquer le fait qu'il n'y ait pas de système anti-calage, etc. Mais voilà, Victor Martin, c'est quand même l'un des pilotes qui cale le plus souvent. Encore une fois, le week-end dernier à Silverstone, il n'est pas passé loin du calage, mais c'était des départs compliqués. Je pense par exemple à la sprint à Barcelone où il est sur la stratégie parfaite pour faire podium et bah il en fait trop, il fait une erreur de trop et qui fait que lui termine bien loin, enfin dans les points mais loin du podium alors que Rafael Villagomez lui arrive à avoir le podium. Voilà, Silverstone, alors on n'a pas vraiment vu ce qui s'était passé, mais il partait en pôle, mais on voit bien que sa ART n'a pas vraiment le rythme, en tout cas pas la gestion pneumatique pour voilà, vraiment prétendre à la victoire sérieusement. Et j'ai l'impression que c'est toujours un peu ça. C'est un peu comme l'an dernier, il essaye de trop en faire. Il essaye de trop en faire. De surcompenser un petit peu et il refait les mêmes erreurs que celles de l'an passé et c'est ça qui m'embête un peu, même si c'est la F2 et ça reste forcément secondaire par rapport à des tests de F1, certes, mais voilà, cette troisième saison de F2 lui fait tellement plus de mal que s'il avait juste rien fait, s'il avait juste fait des tests F1, parce que là, la F2, de plus en plus sur Twitter, on est en train de voir des gens qui disent ah Victor Martins purée il est pas très bon hein, il est éclaté au sol hein. Mais enfin voilà, s'il n'y avait pas eu cette troisième saison de F2 on n'en serait pas à ouvrir des dossiers sur Victor Martins et à questionner sa légitimité quoi. Ça m'embête vraiment. Il avait tout à perdre et c'est ce qu'il fait. Voilà, il avait tout à perdre, très peu à gagner. Euh, donc ça m'embête un peu. Ça m'embête. Puisque, voilà, bah d'ailleurs, enfin oui, c'est un peu ce que je redis, voilà, sur un tour, cette année encore, il ne cesse de prouver qu'il est le meilleur en qualification. Il n'y a pas de souci, voilà, ART, on sent qu'ils ne sont pas les plus rapides, mais Victor Martins, il arrive vraiment à transcender la voiture sur un tour. Mais en course, bah c'est juste, c'est peut-être l'une des moins bonnes équipes en termes de gestion de gomme, donc ça fait que c'est toujours le premier pilote à rentrer au stand. Tu peux tenter la stratégie classique, la stratégie alternative, c'est toujours compliqué. Donc voilà, ça le force à essayer de compenser cette gestion des gommes, à essayer d'être trop agressif dans ses défenses, dans ses attaques, etc. Voilà, c'est compliqué. Est-ce que ce ton sûr de lui ne viendrait pas de garantie que lui aurait promis Williams? Ça, j'adorerais. Évidemment, ça serait exceptionnel. Ça serait exceptionnel, mais les seules garanties que pourrait lui... Enfin, je vois pas quelle garantie peut lui offrir Williams, puisque actuellement, Williams, on rappelle, ils ont Albon et Sainz. Albon, il cartonne, enfin voilà, c'est l'un des meilleurs pilotes de ce début d'année quand même, de cette première moitié d'année en F1. Sainz, certes, c'est plus compliqué, mais quand même, il sort de 4 très belles... 4... oui, 4 oui, 4 très belles saisons chez Ferrari quand même. Enfin voilà, t'as un duo super solide, il y a une nouvelle réglementation qui arrive, tu vas pas changer de pilote. Maintenant, la chose qui peut potentiellement entrer en compte, qui peut potentiellement booster les espoirs de Martins pour la Formule 1, c'est Verstappen qui part de chez Red Bull, et Red Bull,
selon Automotor Sport, ils sont en train de démarcher des pilotes. Ces pilotes, selon Automotor Sport, encore le média allemand, ils seraient au nombre de 4, ça serait George Russell, Pierre Gasly et Alexander Albon, Carlos Sainz. Donc voilà, peut-être dans ce cas-là, si Verstappen part, si Red Bull arrive à recruter Albon ou Sainz, en sachant tout le passif qu'il peut y avoir entre Albon, Sainz et Red Bull, et en sachant aussi que Red Bull aura un moteur Ford, alors que Williams aura un moteur Mercedes, qui est a priori plus en avance selon les estimations d'à peu près tout le monde. Donc j'ai du mal à voir pourquoi Albon et Sainz partiraient chez Red Bull, alors que peut-être que Williams va être au top 3 l'an prochain, et que Red Bull sera peut-être plutôt à jouer les P6, P7 au constructeur. C'est peut-être un scénario catastrophe, mais en vrai, avec un nouveau moteur, ça peut changer pas mal la donne. Donc j'ai du mal à... J'ai du mal à voir quelle garantie pourrait lui offrir Williams. Par contre, encore hier, Victor Martin c'était à Silverstone avec Williams pour faire des tests F1. Et a priori, il n'y avait pas Luke Browning. C'est plutôt positif, surtout sachant que Luke Browning il est 5ème de F2. Donc théoriquement, si on lit que le résultat brut, que le classement Wikipédia, Luke Browning fait une meilleure saison que Victor Martins. Mais ça va bien au-delà de ça, vous le savez, pour choisir un pilote de F1, ça va bien au-delà des perfs Formule 2. Sinon, Mercedes n'aurait jamais choisi Andrea Kimi Antonelli. Sinon, Haas n'aurait jamais choisi Oli Berman. Oli Berman, on l'appelle 11e ou 12e de F2, je ne me rappelle plus exactement. Antonelli, 6e de F2. Donc non, voilà, si t'es Williams, tu vois les perfs de F2 2025, tu prends Martins ou Browning, et bah... Alors si on prend que les perfs de F2 2025, on prend Browning, certes, mais personne va vraiment... aucune équipe de F1 sérieuse ne va vraiment réfléchir comme ça et va réfléchir au-delà. Au-delà de ce qu'ils ont montré sur les années précédentes. Maintenant, voilà, c'est vrai que s'il y a un Albon ou Sainz qui est blessé, ouais, il faut faire un choix. Pour moi, le choix logique, il est dur envers Luke Browning, mais c'est Victor Martins. Contre-exemple, qui va prendre Verschoor? Oui, voilà, personne. Ce qui est le plus important, et ça malheureusement on n'a pas toutes les datas, c'est les tests F1. Et sur ça, a priori, Victor Martins est bon. Maintenant, à quel point, c'est dur de savoir. C'est dur de savoir. Et voilà, pour en revenir aussi sur la saison F2 de Victor Martins, on aurait probablement une lecture différente de sa saison si Dunn ne l'avait pas assassiné à Monaco. S'il avait eu une victoire en course principale à Monaco, on remettrait un petit peu en perspective les choses. On aurait probablement une lecture différente aussi si Martins était dans une autre voiture, tout simplement une Invicta, une Rodine. Voilà, puisque là, cette troisième saison de F2 lui fait plus de mal qu'autre chose, mais j'ai envie de dire, on s'y attendait. Il peut s'en prendre qu'à lui-même ou son management. En tout cas, il peut s'en prendre qu'à son management de lui avoir fait faire cette troisième année de F2. Qui est un non-sens sportif quand on voit... D'ailleurs, il en parle. Il en parle aussi de ça dans l'interview à la Feeder Series. Il en parle de cette troisième saison de F2, comme quoi Drugovich et Pourchère, ils avaient été champions et ça leur avait pas ouvert des portes et qu'ils ne se définissaient pas selon la carrière précédente d'autres pilotes. C'est un bon argument, mais il n'empêche que voilà, il n'y a pas de... Drugovich et Pourchère étaient d'excellents pilotes qui méritaient complètement la F1, qui ne l'ont jamais eu, malgré un titre F2. Donc voilà, à quoi ça sert de dépenser encore des millions d'euros ou encore de dépenser des millions pour une troisième saison de F2 qui est en train de ruiner à sa réputation. Et malheureusement c'est ça, parce que tous les week-ends on voit Victor Martins en galère avec les pneus, en galère avec les départs, en galère en difficulté. Et voilà, ne serait-ce que même en dehors du prisme F1, tu te dis, ah bon en fait Victor Martins, c'est pas si exceptionnel, hein. Enfin, tu te dis, ah bah ouais, c'est toujours le gars. Ouais, il est très bon en qualif, mais purée, en course, qu'est-ce qu'il est mauvais? Alors qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais voilà, c'est. Martins chez Invicta en 2024, les Argentins n'auraient jamais été fans d'Alpine. Ouah, je sais pas. Je sais même pas. Ouais, je sais même pas si Briator aurait
aurait accepté de prendre Martins, enfin genre d'avouer qu'il avait tort sur toute la ligne, je sais pas. Voilà, petite diapo pour rappeler aussi qui est Victor Martins. Victor Martins, on rappelle, le plus grand rival d'Oscar Piastri, qui est aujourd'hui en tête du championnat du monde de Formule 1, en qualif, aussi bien en qualif qu'en course. Toujours été lâché par Renault, par Alpine, et malgré le manque de soutien, quand il était dos au mur, il a été champion de Formule Renault Eurocup, il a été champion de Formule 3, et avant ça, il était meilleur rookie F3. La saison 2023, on rappelle qu'il bat Théo Pourchaire en qualification, évidemment avec beaucoup moins d'expérience, ça fait qu'il est battu, mais il reste quand même meilleur rookie de Formule 2. Encore en début d'année, il offre complètement la Race of Champions à l'équipe de France, où Sébastien Loeb est en difficulté, et lui, il fait tout le travail en demi-finale et en finale. Le rookie test en WEC fin 2024, où il était le plus rapide des débutants avec une Alpine. Voilà quoi. Voilà, Victor Martin, c'est pas n'importe qui, même si c'est compliqué en ce moment, et c'est compliqué, c'est juste que voilà, je pense que malheureusement Victor Martin, oui, il se met peut-être un petit peu des œillères en interview, et que voilà, cette troisième saison de F2 lui fait plus de mal que de bien, et ça, on le savait de toute façon, et que malheureusement, voilà, Victor fait aussi des erreurs pour essayer de surcompenser ce manque de performance, et que voilà, ça ne lui sert pas, mais que voilà, dans les bonnes conditions, Victor Martin c'est un pilote exceptionnel, et probablement voilà, l'un des tout meilleurs de ces dernières années, français ou pas. D'ailleurs, sur Twitter, il y a même de plus en plus de gens internationaux, genre d'Espagnols, d'Anglais, disent que Victor Martins est exceptionnel alors qu'il se fait descendre par les Français. Voilà, il est en train de il commence à devenir un Théo Pourchaire, plus détesté en France et plus apprécié à l'international. Bon bah écoutez, voilà, c'est malheureusement assez classique. Si je suis James Wolfe, je perds Sainz ou Albon, je prends Tsunoda, meilleur choix de pilote en étant purement rationnel sur les perfs. Oui, alors après, Williams, enfin, ces dernières années en tout cas, privilégie beaucoup, beaucoup l'académie. Et Tsunoda, est-ce que ça sera un bon choix après une année chez Red Bull où il aura été complètement essoré? Pas forcément, je sais pas. Justy le remplacera-t-il en revenant à ART l'année prochaine ou encore MP? Ah, Justy, on en reparlera, on va en reparler. On va en reparler, mais d'ailleurs, ouais, j'ai hâte aussi du live où on va prédire les grilles de F2, F3 pour 2026, mais ça sera le premier week-end, je crois, après l'Hungaroring, donc après la pause estivale. J'ai très très hâte de ce live et je récolte pas mal d'infos en ce moment. Il a qu'à se renommer Sébastien Martin s'il deviendra décuple champion de rallye. Bah, ça serait plus simple, je pense, en effet. Alors, oui, hein, pas fini de parler de la F2, il y avait quand même un pilote en dehors de Victor Martin, ce que je voulais évoquer, c'était Leonardo Fornaroli. Est-ce que c'est peut-être le déclic qu'il manquait? Il a enfin pris sa première victoire depuis 2021. C'était certes une course sprint, mais c'est la seule chose qui lui manquait, hein. C'était un pilote extrêmement régulier qui avait presque tout fait de parfait. Donc il a brisé ce plafond de verre qui était, à mon avis, principalement psychologique qu'autre chose. Est-ce que maintenant il peut se muer en vrai candidat au titre F2? Je pense que oui. D'ailleurs, ça n'avait pas été un obstacle quand il fallait chercher le titre F3 de ne pas avoir de victoire. Par contre, il est dans zéro discussion de F1, de zéro discussion d'académie. Donc voilà, je vois pas trop quel avenir il a. Par contre, en pilote de WEC, il ferait un malheur. Il ferait un malheur, clairement. Petite précision sur le week-end de Spa-Francorchamps, ça vaut aussi bien pour la F2 que la F3 qu'on va évoquer dans un instant. En 2024, c'était Campos et Invicta qui avaient brillé. Par contre, la pluie peut un petit peu redistribuer les cartes. Alors la pluie devrait rester assez faible et elle devrait venir, repartir, et ça devrait un petit peu fluctuer. Donc peut-être qu'on aura des sessions complètement sèches et d'autres voilà, plus perturbées. Dans aucune discussion comme Bortoleto à la même époque. Mais sauf que Bortoleto, enfin,
On savait qu'il y avait des soutiens financiers, on savait qu'il y avait la nationalité brésilienne qui pouvait potentiellement aider. Fornaroli, il est italien, les Italiens, ils ont Antonelli, ils s'en fichent. Euh, et aussi, il y avait potentiellement des places. Le mercato 2024-2025, c'était l'un des mercatos les plus fous de l'histoire de la F1. Là, 2025-2026, t'as une place chez Alpine, t'as une place chez Cadillac, enfin, ouais, deux places chez Cadillac à la rigueur. Peut-être chez Red Bull, Verstappen peut un petit peu changer les choses, mais. Et voilà, et si t'es Alpine et que tu veux complètement péter un câble et dire non, moi je vire Colapinto et tous ses sponsors, je prends pas Paul Aron qui est mon réserviste, je prends pas un pilote expérimenté comme Bottas, je prends pas un pilote expérimenté comme Tsunoda, je prends personne de mon académie, bah tu vas pas choisir Fornaroli, tu vas choisir Alex Dunn. Voilà, donc c'est extrêmement hypothétique quoi. Surtout que maintenant qu'il a gagné Fornaroli, on s'en fout encore plus. C'est vrai que c'était un petit peu la seule raison dont on parlait de lui, hein, malheureusement. C'est ultra dur, hein. Le gars, il est très très bon, il est super bon, mais c'est dur d'être enthousiasmé, quoi. On parle de la plus et demande d'avoir une pensée aussi pour Dilano et Antoine. Ouais, alors jeudi justement, il y a Pierre Gasly qui va organiser de façon malheureusement un petit, enfin, de façon traditionnelle le jeudi la course avec tous les pilotes de F1, F2, F3 autour du circuit de Spa-Francorchamps où bah, justement les pilotes pourront rendre hommage à Antoine Hubert et Dylan Vantov. C'est bien de voir qu'ils ne sont pas oubliés. Par ailleurs, j'en profite pour dire, puisque non, je crois qu'on avait fait live la semaine dernière, mais euh, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a absolument, en tout cas de la part de la F1, de la part officielle de la F1, qu'il y a absolument zéro hommage qui est prévu pour Jules Bianchi, pour les 10 ans de sa mort quand même. Euh, et ça me paraît complètement dingue par rapport à tout le truc qu'on a eu pour Ayrton Senna et Roland Ratzenberger. Je sais pas, la F1, la FIA n'en parle pas. Alors oui, ils font une publication sur Twitter, une publication sur Insta. Allez, bisous. Je sais pas, ça me paraît complètement dingue. Alors qu'en plus, pour moi, la F1, ou en tout cas les commissaires, la direction de course est complètement fautive. Voilà, je trouve ça dingue. On est 10 ans après. Certes, il y a eu des hommages de la part de la communauté, mais qui n'est pas un hommage en présentiel. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, sur un circuit. Voilà, je trouve ça assez fou, quoi. Je trouve ça dingue. Parler de la mort de Senna, ça fait plus de vues. Oui, certes, certes, probablement, mais enfin, je sais pas, Jules Bianchi est encore dans toutes les têtes, puisqu'il y a beaucoup de pilotes, même de F1, de F2, de F3, même voilà, de formules de promotion qui le connaissaient, dont il était le héros. Enfin voilà, Sami Mektounif, Taito Kato, Théo Pourchère, même en F4, hein, style Louis Iglesias, style Andy Consani. Enfin voilà, je veux dire, c'était. Ah voilà, Jules Bianchi n'est pas oublié. Il n'y a que pour la F1, on va dire, qu'il est oublié, mais voilà. Pour le reste, la communauté, les gens pensent encore à lui, pensent encore à Antoine Hubert, qui nous a quittés il y a presque 6 ans maintenant. Dylan Ovantov, qui nous a quittés il y a presque 2 ans. Malheureusement, ça fait pas mal de monde en peu de temps. Et on va espérer que cette série s'arrête là. Donc voilà, la pluie devrait être quand même assez fine ce week-end, donc on devrait garder une visibilité correcte. Et normalement, je pense qu'on ne va pas atteindre les extrêmes qui avaient été atteints lors de l'accident de Dylan Ovantov. De toute façon, j'ose espérer, au vu des antécédents de ce circuit, voilà, que s'il y a le moindre souci de visibilité, je pense qu'on va pas prendre de risque et directement mettre un drapeau rouge. Mais voilà, par exemple, là sur l'image que j'ai prise, s'il y a de la pluie comme ça roulera normalement. Parce que ça reste des pilotes automobiles, ça reste de la course automobile et ils sont là pour rouler avant tout. Mais voilà. Euh, Écoutez, on va quand même passer à la Formule 3. Formule 3, évidemment, c'est un championnat beaucoup plus intéressant, mais qui s'approche un petit peu de sa fin, hein. On a fait 7 week-ends sur 10, il reste 3 week-ends, il reste donc 117 points, ce qui veut dire que vous là, moi, que Brando Badoer, que Brad Benavides, que tous ces pilotes-là,
que vous dans le chat. Vous n'êtes plus éligible au titre de Formule 3. Désolé de vous l'annoncer aussi brutalement, mais voilà, avec 117 points encore en jeu, vous ne pouvez plus rattraper Raphaël Camara, qui totalise 120 points déjà. Désolé de cette annonce un petit peu brutale. Raphaël Camara est en tête du championnat avec 120 points, 27 points d'avance quand même sur Team Tramnit. C'est un matelas assez confortable sur le pilote allemand, Nicolas Tsoloff, qui joue terriblement de malchance malgré le fait d'avoir signé les 2 dernières pole positions. Il a été disqualifié de sa victoire en course principale au Red Bull Ring. Il y a eu la pluie et une stratégie complètement manquée de la part de Campos Racing, qui fait que Tsoloff n'est que 3ème. Voilà. Mari Boya 4ème, à 6 points de Nicolas Tsoloff, avec notamment 3 podiums d'affilée. C'est quand même assez exceptionnel, et notamment une très belle victoire en course principale. Waouh, enfin toute la malchance qu'a eu Tsoloff, enfin voilà, le karma s'est compensé chez Campos. La malchance c'était chez Tsoloff, la chance était chez Boya. En tout cas, Boya a été très opportuniste, il en a profité, il est 4ème au classement. Attention aux jeunes pilotes Aston Martin. On a Martinus Stenson en 5ème position, le jeune pilote McLaren, 6ème, le jeune pilote Mercedes, Noah Stromsted. On a ensuite nos 2 Français, Théophile Nael et le jeune pilote Williams, Alessandro Giusti. 9ème, Tuka Taponen, 10ème, Bilinski. On a ensuite Ramos, Voisin, Van Eupen, Intra Puvazak, Wurz, Ugo Chukwu, Leon Wharton, Dominguez, Bedrin, Ho, Delpino, Sharp, Slater qui va faire son retour dans le championnat ce week-end, Mathias Sakaseta, qui sont les 25 pilotes encore éligibles au titre. Et qui sont les 20... non, il y a aussi un 26e pilote qui a marqué des points, c'est Brad Benavides, que vous voyez là sur la deuxième partie de l'écran. Brad Benavides qui a marqué 2 points, mais qui n'est plus mathématiquement dans la course au titre. Et ça se joue à pas grand chose, hein. Mais voilà, Brad Benavides pourra faire tout ce qu'il peut, il ne pourra pas avoir le titre. Tout comme Joshua Dufek, Brando Badoer, qui n'a toujours pas marqué le moindre point. Grosse déception de Brando Badoer, Carrasquedo, Lacorte, Sagrera, Kie, Johnson, Headley, Marinangeli, Garfias, les 36 pilotes engagés de cette saison. Fun fact F3, Giusti a la plus grande série de points consécutifs. Ouais, alors malheureusement, il est sur une série de 3 courses en dehors des points, mais avant ça, oui. Naël a la plus grosse série à égalité de non-points consécutifs dans le top 17. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Oui, enfin, il a eu... ouais, ça. Cette partie-là, oui. Week-end 2 à 4, il a eu 6 courses en dehors des points. Et donc, du coup, oui, en effet. Mais que dans le top 17, du coup, voilà. Mais par contre, Théophile Naël, l'air de rien, il est... Bah attendez, je passe directement à la diapo suivante. Oh non, mince. Oh, la transition foirée. Oh non, terrible. La transition foirée. Mais voilà, Théophile Naël, il a 3 podiums, tous les 3 en course principale. Et bah l'air de rien, c'est le 2e pilote ex-aequo avec le plus de podiums en course principale. Et bah faut féliciter quand même, faut féliciter ça. Il est ex-aequo avec Mari Boya, et le premier c'est quand même évidemment Raphaël Camara. Il y a un pilote qui peut potentiellement changer pas mal de choses, c'est Freddy Slater. Freddy Slater qui pourrait aller dynamiter le peloton de la Formule 3. Il revient chez Hightech dans la Hightech numéro 15, où il sera déjà le 4e pilote à prendre part à une manche de Formule 3 dans cette Hightech numéro 15. Il va remplacer Joshua Dufek, Jesse Carrasquedo, Nikita Johnson. Freddy Slater a déjà fait donc une pige en Formule 2 à Bahreïn, c'était avec X Racing, il avait été 2e avec le meilleur tour en course sprint, il avait déjà marqué 10 points, c'était un excellent premier week-end. Voilà, depuis, évidemment, il roule en Freca, il roule en GB3, il a gagné 2 fois en GB3 à Spa-Francorchamps, il a gagné 1 fois à Spa-Francorchamps en Freca, et il est en tête de la Formule régionale européenne par Alpine. Ouais, et en plus chez Hightech, qui est potentiellement une bonne équipe, mais quand même la Hightech numéro 15, on rappelle qu'elle n'a marqué aucun point, ça va être très intéressant. Bah, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fait. Sa dernière course à Spa, il a fait last to first. Oui, en GB3, il partait dernier et il a fait premier. Donc, ouais, non, mais c'est pas un mauvais pilote. Hein. Il sait comment manier un volant. Hein. Il est vraiment pas dégueu quand même. Petit potentiel. Hein.
Voilà, vraiment le pilote à surveiller, s'il fallait n'en retenir qu'un seul, c'est le pilote à surveiller. Surtout, moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est le niveau de performance qu'il va pouvoir faire. En fait, puisque on sait qu'il est à l'aise dans une F3, on sait qu'il est à l'aise à Spa-Francorchamps. Maintenant, il n'a pas fait la grande majorité de la saison de F3, donc il va avoir un désavantage par rapport aux autres pilotes, mais par contre, il va avoir une expérience de Spa-Francorchamps quasi, enfin voilà, quasi au centuple plus récente que celle des autres pilotes F3 qui n'ont pas roulé à Spa depuis l'an dernier. Donc ça fait quand même une éternité. Lui, il a roulé et en plus il a gagné 3 fois sur ce circuit cette année. Moi, vraiment, ce que j'ai hâte de voir, donc voilà, son désavantage est compensé par cet avantage-là, de voir s'il peut jouer les points, s'il va jouer les podiums, s'il va jouer les victoires. En fait, ça va être vraiment intéressant, ça, puisque avec une X-Racing, il a réussi à faire P2 et meilleur tour. Là, on s'était tous dit à ce moment-là, c'est un génie. Ce qui est probablement le cas. Mais voilà, il faut quand même un petit peu pondérer la chose au vu de sa saison de Frémec, au vu de sa saison de Freka, où c'est pas non plus exceptionnelissime, même si c'est très solide. La X-Racing, la même X-Racing de Freddy Slater, au fil de la saison, elle a été prise par Brad Benavides. Brad Benavides, il a fait P2 en qualif et il a réussi à marquer des points. Donc peut-être que X-Racing est tout simplement une équipe sous-cotée, ou en tout cas que la voiture d'X-Racing est assez sous-cotée. Et là maintenant, il entre dans une équipe high-tech avec cette voiture numéro 15 qui n'a marqué aucun point. Certes, ils ont été pas forcément loin avec Josh Dufek, mais voilà, ça va être intéressant, puisque peut-être il y a un monde, où en fait c'est juste X-Racing qui avait une super voiture. D'ailleurs, c'est vrai que Nikita Bedrin sur cette même voiture à Melbourne, il avait marqué 17 points. C'était un week-end particulier avec la pluie, mais quand même. Euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte dans sa performance, puisque oui, c'était au début de la saison la perf de Slater, mais et oui, les autres pilotes de F3 ont plus d'expérience, mais à Spa-Francorchamps, le maître, c'est lui, c'est Freddy Slater, qui est en pleine confiance. Enfin, vraiment, tu peux pas faire un pilote plus en confiance que ça actuellement. Voilà, c'est vraiment le pilote qui va m'intéresser le plus, avec nos pilotes français évidemment. Évidemment, en dehors de Freddy Slater, il y a quand même une bataille au titre, à ne pas oublier. Rafael Camara est en tête du championnat avec 27 points d'avance, et pourtant que c'est compliqué depuis 2-3 week-ends. Encore dans le dur à Silverstone, il ne marque que 3 points sur la course sprint. Mais 3 points sur la course sprint, c'est 1 point de plus que Tsoloff, qui avait fait 2 points pour sa pole position. C'est 3 points de plus que Tramnitz, qui n'a marqué aucun point. Donc au final, Silverstone restait une bonne opération au classement pour lui. Il a encore accru son avance. On est à 3 week-ends de la fin. Il reste bon favori, voilà, avec un matelas de 26 points d'avance. C'est assez. Il peut voir venir, mais quand même, sur un week-end, on prend 39 points. Le souci pour Camara, il s'appelle Campos en fait. On a vraiment l'impression ces derniers week-ends que Campos a l'air de prendre le meilleur sur Trident et peut-être en train de devenir l'équipe référence, puisque là, Campos, ils sont vraiment en train de briller avec à la fois Tsoloff, à la fois avec Boya, mais même un peu avec Intra Pouvasak aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On peut avoir une bataille pour le titre en feu d'artifice, avec Campos qui revient fort et Trident qui est moins dominante qu'en début d'année où vraiment Camara était tout seul et on pensait qu'il allait s'échapper tout seul avec le titre. Il a quand même 26 points d'avance, mais il est vraiment chanceux d'avoir 26 points d'avance car il y a, dans la majorité des univers parallèles qui existent, c'est probablement Tsoloff qui est en tête du championnat, on va pas se le cacher. Côté français, nous avons nos deux Français en 7ème et 8ème position. Théophile Nael a repris le meilleur sur Alessandro Giusti. Théophile Nael surtout a enflammé Silverstone puisque purée, quel week-end il nous a sorti. Et je repense à certains qui disaient que sa montée en F3 elle était un petit peu prématurée, etc. Waouh. Waouh, c'était vraiment un très très grand week-end où il nous a vraiment fait vibrer, dans les deux sens du terme aussi, puisque samedi il nous a fait vibrer, on a cru à potentiellement une première victoire française cette année, au final, bon, les commissaires en ont décidé autrement.
et ça a fini en dehors des points. Et voilà, il s'est rattrapé de fort belle manière le dimanche sur la course principale. Malheureusement, tous les points n'étaient pas donnés vu qu'on n'est pas allé au bout. On n'a pas dépassé 75% de la distance de course, donc pour sa deuxième place, il n'a récolté que 14 points. Le vainqueur, d'ailleurs, Marie Boya, en a reçu 19. Donc voilà, 3 podiums en feature race. Seul Camara fait mieux, Boya est ex aequo. Le truc que je suis en train de me demander, certes, il a déjà 3 podiums. Théo Finael, pour moi, a réussi sa saison. On va voir ce que donne la fin de saison. Alessandro Giusti a déjà fait 2 podiums. On a donc 5 podiums français. Vous avez vu, je suis assez bon en maths. Est-ce qu'on aura une victoire française avant en 2025? Est-ce qu'on aura une victoire française en F2, F3 en 2025? Puisque à l'heure actuelle, à la fois en F2 avec Martins et Mektounif, à la fois en F3 avec Naël et Giusti, nous avons 0 victoire française en F1, F2, F3, on peut même élargir à ça. Chose qui n'est pas arrivée, tenez-vous bien, depuis 2004. C'était à l'époque, c'était même pas la GP2, c'était à l'époque de la Formule 3000. Et à cette époque, en Formule 3000 en 2004, il n'y avait eu aucun vainqueur français. Il n'y avait pas vraiment de Formule 3 en support de la F1. Donc voilà, on est peut-être sur une saison blanche. L'an dernier, il n'y avait eu aucun titre français. Cette année, on sait déjà qu'il y aura au moins un titre français avec Evan Gilta en Formule régionale Moyen-Orient. Et probablement la F4 France, on va pas se le cacher. Et là, alors, mais c'est pas tant, enfin c'est plus pour le symbole qu'autre chose, puisque voilà, Justy et Naël, pour moi, ils font une bonne saison. Ils font une bonne saison, mais le spectre, un petit peu comme au Tour de France, le spectre d'une saison blanche, d'une année blanche, sans victoire française, se rapproche quand même, surtout si Martins n'arrive pas à régler tous les problèmes de ART tout seul, quoi. 2023, il y a eu 0 victoire française non plus, du coup. Quoi? Bah non, il y a eu Pourchère, il y a eu Martins. Le crossover Tour de France inattendu. Ouais, je suis en plein mode Tour de France. Je suis en plein Tour de France en ce moment. D'ailleurs, merci Valentin Paret Peintre d'avoir fait la victoire au Mont Ventoux. Non, oui, je parlais des formules de promotion en support de la F1, ce qui veut dire F2, F3, quoi. Et Nova l'a récupéré en 2023, oui. Si Naël gagne et fait top 5, ça monte en F2. Et pour Giusti, alors ça, c'est la question à 1,5 million, 2 millions, ouais, voilà. Paye le prix de ton baquet en F2, quoi. Mais pour le moment, à la tendance, si les choses restaient telles qu'elles sont, ça serait plutôt de la F3 pour nos deux Français, Naël et Giusti. Maintenant, il reste encore 3 week-ends, il reste surtout ce double header. Il reste surtout ce double header qui arrive avec Spa-Francorchamps, la Hongrie, qui peut un petit peu relancer les choses. On peut avoir des Français plutôt 4e et 5e au championnat. Pourquoi pas? Donc pourquoi pas? Un Français a gagné en 2025, tu te rappelles à Monaco quand Martin s'est passé Dunn au premier virage et que celui-ci, fair play, a mis son ego de côté afin de ne pas causer un crash stupide et dangereux. Malheureusement, je pense encore une fois, il y a un problème de réalité alternative là. J'ai entendu que Justy était en discussion avec VAR. Alors, en soi, ça serait pas si étonnant, mais moi, c'est pas eu les retours que j'ai eus. Mais enfin, ça serait pas étonnant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'an dernier, Auto Hebdo faisait déjà part de discussions entre Justy et VAR pour la Formule 2. Donc, il serait passé de l'Africa à la F2 chez Van Amersfoort. Je sais pas trop d'où ça sortait, mais Auto Hebdo est quand même assez fiable, donc ils devaient avoir des informations. Et ils avaient bien dit d'ailleurs dans leur article qu'il y avait eu des discussions, mais ça s'était pas fait. Voilà. Mais pour le moment, Justin Naël, on est plutôt sur de la Formule 3. Certainement le baquet de Bennett. Ouais, alors pour la F2, hein, pour être très honnête, hein, la F2 on a beaucoup moins d'infos que la F3. Donc voilà, je suis en train de rassembler des informations pour le live de prédiction, pour le live de prédiction de début août, des grilles 2026. Ça est bien avancé en F3. Pour la F2, j'avoue que c'est plus compliqué. Mais bon, voilà.
On verra. Je vois que ça parle pas mal d'Alessandro Giusti. Évidemment, Giusti doit un petit peu relancer la machine, puisque là, sa magnifique série de points et même de podium s'est arrêté avec 2 P12, une P14. FC Benoît 7, je te trouve bien confiant. Et ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Voilà, je dis ça, je dis rien. Euh, donc voilà, Justy doit relancer la machine, puisque là, c'est vrai que en l'état actuel, ça prend pas le chemin de la F2, ça prend plus le chemin du redoublement F3. Mais voilà, il y a 2 week-ends. Vraiment, ce week-end, il est ultra important parce que les décisions, elles se prennent maintenant. Elles se prennent maintenant, elles se prennent août, elles se prennent pendant la pause estivale. Et globalement, après Monza, ça va pas changer grand-chose. Ça a encore changé. Alors, FC Benoît 7, je vois que tu es un petit peu jeune dans le milieu. Je vais te raconter l'histoire avec mes collègues de Feeder Series qu'en 2023, 2024, 2024 je crois peut-être, on avait eu chez Campos en F3 9 pilotes qu'on avait eu à un moment officiel, qu'on avait eu un moment officialisé chez Campos. À des moments différents, mais voilà, on était sûr à voilà, 99,999% que c'était bon. Parmi ces pilotes, on avait notamment Masson, Barter, Tsoloff. Eh ben, je la raconte au reste du chat alors. Je la raconte au reste du chat si tu la connais déjà. Mais ça peut aller très vite. Et tant que c'est pas signé, tant qu'il n'y a pas un pilote ou un manager ou quelqu'un comme ça qui te dit c'est signé, tant que t'as pas ça, c'est voilà, puisque ça discute partout, et typiquement les pilotes qui ont le budget pour faire une saison de F3, ils vont être en discussion avec plusieurs équipes, et Enzo Dellini a le budget pour faire une saison de F3, donc il est en discussion avec plusieurs équipes, voilà. 2003, non mais je crois que c'était de... Attends. Non, c'était peut-être 2023 2024, je sais plus, mais ouais. J'ai vu qu'Anatoly chez Campos, pas impossible, pas impossible. Moral, c'est pas signé tant que c'est pas signé, coup dur pour les rumeurs. Alors après, évidemment, ça va pas m'empêcher de faire des prédictions et d'avoir faux sur 50%, si ce n'est plus d'entre elles. Mais voilà, il y a des rumeurs, elles existent. Et voilà, les rumeurs augmentent le taux de probabilité, mais ça veut pas dire que c'est fait. Et d'ailleurs, souvent, je mets un petit code couleur pour dire à quel point c'est fait ou pas. Et voilà. Fittipaldi en F2, par contre, oui, ça, par contre, malheureusement, c'est signé. Et c'est même au-delà de signé, c'est annoncé officiellement. C'est encore un step au-delà. Donc ouais. Et Mo Fittipaldi va bien aller en F2. Le seul coup sûr, c'est Camara chez Invicta. Bah, écoute, même pas. C'est même pas annoncé officiellement. Quoique, enfin, c'est assez probable, mais oui. Bon, écoutez, on s'approche voilà, de la fin du live. Il y avait Homero qui nous avait parlé karting. Et bah écoutez, voilà un petit peu les pilotes à surveiller. Alors c'est pas le championnat d'Europe ce week-end. D'ailleurs, my bad, je crois que j'ai dit ça, c'était un abus de langage. C'était les Champions of the Future qu'il y a ce week-end. C'est un petit peu la série préparatoire. Oui, voilà, c'est la série préparatoire une semaine avant le championnat d'Europe. Pas de mention de la British F4, non, pas forcément de mention. Enfin, si, du coup, on va la mentionner si tu insistes. FC Benoît 7. Voilà, Fionn McLaughlin, toujours en tête du championnat face à Martin Molnar, le pilote hongrois. Voilà, week-end à Zandvoort. La piste est praticable malgré les images un petit peu dramatiques où on avait l'impression qu'il y avait un énorme fossé dans le gravier et qu'il y avait un glissement de terrain. Voilà, voilà, donc visiblement la British F4 va pouvoir rouler. La British F4 qui d'ailleurs engage beaucoup de pilotes féminines pour la simple et bonne raison que comme l'an dernier, la British F4 a la manche de Zandvoort enfin un mois avant la F1 Academy qui utilise ce même circuit. Donc forcément, il y a plein de pilotes de F1 Academy qui se jettent dessus. C'est le cas de Alba Group Larsen, Chloé Chong, Eva Felbermayer, plein de pilotes. Pas Dorian Pain. Pourtant, avec Mercedes, on aurait pu imaginer des liens assez évidents avec Argenti, mais non, Dorian Pain ne roule pas en British F4. Voilà. C'est marrant, il y a un an, jour pour jour, tu tweetais Alpine devrait pouvoir récupérer Antonelli. Aujourd'hui, Alex Caldi lance le live Antonelli chez Alpine, on prend les mêmes et on recommence. Ouais, je crois pas trop hein, sur Antonelli chez Alpine, hein, mais c'était plus.
Enfin, à l'époque, je le pensais il y a un an, dans le cas où Mercedes voulait pas trop se chauffer à prendre Antonelli, mais pour moi, ils allaient prendre le pari. Merci beaucoup à Ambré19, Ambré19 pour le follow. Merci beaucoup à toi. Je vois surtout qu'il y en a un qui avait un an d'avance sur des rumeurs et un qui a un an de retard. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, et puis surtout qu'au final, je pense que c'est des rumeurs qui est. Enfin, c'était plus des options, mais voilà. Moi, globalement, j'ai toujours plus cru que Mercedes allait faire le pari Antonelli. Euh, Là, voilà, j'ai du mal à voir comment tu peux faire avaler ça à Antonelli, quoi. Comment tu peux faire avaler ça à Antonelli d'aller chez Alpine, de le rétrograder comme ça, alors que sa première moitié de saison est plus qu'acceptable, plus qu'honorable, donc voilà. Eh bien, écoute, salut à toi, bonjour, bonjour à toi. Tu es la bienvenue, je ne sais pas. Donc voilà, on a presque fini ce live, t'arrives un peu tard, j'avoue. Mais il y a les rediffusions évidemment qui sont accessibles sur YouTube, sur la chaîne Percy F1 où on a récemment dépassé les 1000 abonnés. Je vous remercie encore une fois. Voilà, Champions of the Future, voilà, quelques pilotes un petit peu à surveiller. Évidemment, nos pilotes français en Oka, donc chez les pilotes de 14 ans ou dans l'année de leurs 14 ans, Thomas Pradier, Louis Cochet qui est le neveu de l'ancien pilote Jonathan Cochet, voilà, d'autres jeunes pilotes qui font partie d'académie. Je pense notamment à Dries Van Langendonk chez McLaren, James Anagnostiadis et Kenzo Craigie de chez Mercedes. Voilà, d'autres très bons pilotes, Christian Costoya qui est managé par Nicolas Todt, gigantesque talent et qui est en tête du championnat, Thibaut Reimakers, le pilote belge. En Oka Junior, beaucoup de noms très intéressants aussi déjà signés par des académies. Côté français, voilà, on a notamment Lucas Selle, Lucas Selle, pilote français de la Victory Lane. C'est merveilleux, c'est merveilleux, direct, on fidélise la clientèle. Et bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup à toi Julien pour le sub offert à André19. Lucas Selle d'ailleurs, c'est intéressant. C'est intéressant, il se pourrait bien qu'il y ait des petites discussions. Qu'il y ait des petites discussions avec des académies de F1 pour notre pilote français qui est membre de la Victory Lane, pilote français né en 2011. Puisqu'il se pourrait tout simplement que Red Bull Junior Team, le compte Instagram, ait follow Lucas Selle. Dingue. Voilà, donc on a peut-être, j'ai essayé de creuser de mon côté, voilà, ça a pas, le clan Cell n'a pas forcément commenté, mais voilà, le Red Bull Junior Team, il follow que des pilotes Red Bull. Et là, ils ont un petit peu cracouze, voilà, ils ont un petit peu cracouze et ils ont follow Lucas Cell. Donc ça peut augurer du bon pour ce pilote français excellentissime sous la pluie. Voilà, qui est. Enfin voilà, j'avais déjà fait des tweets sur ça, mais vraiment excellentissime sous la pluie. Ouais, Chiara Bettig aussi, qui est très proche du Red Bull Junior Team. Mais bon, encore une fois, tant que c'est pas annoncé officiellement, on attend. Mais voilà, il va y avoir du turnover. Va y avoir du turnover. De toute façon chez Red Bull, chez Mercedes, chez pas mal d'académies, je pense. Je reviens sur mon c'est pas signé tant que c'est pas signé. Alors, c'est pas signé tant que c'est pas signé, mais là, quand même, quand le Red Bull Junior Team il follow, voilà, il follow un pilote français, bon. Betty, que j'entends plus parler d'elle d'ailleurs, ça dit quoi? Bah, tu peux continuer à entendre parler d'elle, hein, elle reste toujours à se battre devant en karting avec les top pilotes. Donc non, ça dit que ça performe bien. On n'est plus sur le coup d'éclat exceptionnel du premier week-end, mais c'est très bien. Elle est régulière et elle marque des points en championnat d'Europe. Voilà. C'est déjà passé le Red Bull Driver Search de cette année? Non, pas encore. Pas encore. Je sais pas. J'imagine qu'il y aura Lucas Selle qui sera probablement de la partie. J'imagine. Mais non, pas encore passé. Mais il aura bien lieu, en tout cas cette année. Des petits noms du karting qui peuvent monter en F4 l'année pro. Christian Costoya, donc voilà, pilote espagnol, énorme, gigantesque talent. Puis voilà, les petits jeunes, les Belges. Les Belges, voilà, Thibaut Reimakers, Dries Van Langendonk, deux Belges énormes, enfin immensément talentueux.
Et puis voilà, aussi côté français, on a une génération 2010 qui peut être assez sympathique, une génération 2010 d'ailleurs qui est pas mal engagée, avec Feed Racing, je pense à Jules Avril, le champion de France en titre, Louis Cochet, dont j'ai parlé tout à l'heure, Mathéo d'Auvergne qui a beaucoup moins de budget et qui roule qu'en France, qui roule que sur la scène nationale, mais très très gros talent lui aussi. Euh, voilà. Corby, il roule ce week-end. Corby, c'est pas le gars qui avait balancé des panneaux ou des pièces de karting sur des pilotes? Attends, Corby. Non, c'est ça, non? Mais ça date, ça. C'était il y a plusieurs années. Bon, écoutez. Non, Matt Corby. Mais c'est qui Matt Corby? Attends, j'ai pas la ref, hein. J'ai pas la ref. Non, c'est Corbieri. Ah, voilà. Ah, le Suisse qui a fait la sélection feed. Ah, je sais pas. Je t'avoue que je sais pas du tout. Mais oui, Corbieri. Luca? Ouais, je crois que c'était Luca Corbieri. Mais oui, oui, le Suisse de feed racing. Bah écoute, je ne sais pas. Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas. Vous avez tous les horaires pour ce week-end. Vous avez la F1 qui est dans un week-end sprint d'ailleurs, donc il y aura des choses à suivre dès vendredi. La F2, la F3, il y a aussi la British F4 qui est à Zandvoort. Le championnat de France, on n'en a pas parlé puisqu'il n'y a pas encore de liste des engagés, mais il y a aussi le championnat de France national, donc 12-14 ans et senior pour les plus de 14 ans, qui aura lieu ce week-end à Ancenis, en Loire-Atlantique si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, championnat de France de karting et la Champions of the Future, série préparatoire au championnat d'Europe la semaine prochaine. Et voilà, ça nous donne un programme assez sympa quand même en perspective. Il ne devrait pas y avoir de live ce week-end, je pense. Peut-être la sprint de F3. Si je fais un live le dimanche, je serai complètement arraché d'une soirée, donc d'une soirée d'anniversaire pour mes 25 ans. Donc voilà, après une nuit blanche, je sais pas si c'est le meilleur bail, même si ça peut être assez drôle, mais ça va être assez compliqué à organiser. Voilà, je pense que ça dépendra aussi un petit peu des qualifications de nos Français, voir à quel point je me chauffe ou pas. Donc voilà, je vous redis ça évidemment sur Twitter et sur Blue Sky. À quand une preview de la F4 Check? Non, 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 toujours pas la F4 Check. Toujours pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky, sur Auto Hebdo potentiellement. Il y a peut-être des choses sympathiques qui arrivent la semaine prochaine plutôt. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous étiez pas mal nombreux pour un petit live de preview. C'était assez chouette. Pas mal de subs, encore une fois. Vous régalez. Et puis écoutez, bon, on se dit au plus tard à la semaine prochaine. Peut-être à ce week-end. Et de toute façon, on reste en contact sur Twitter et sur Blue Sky. Pour voilà, week-end de F2 et de F3. On va avoir quand même voilà, des émotions, des belles courses, des dépassements. En plus, Spa-Francorchamps, voilà, c'est pas n'importe quel circuit, donc on devrait pas s'ennuyer. Objectif le million. Alors merci Julien de remettre le lien de la chaîne YouTube pour la rediffusion qui sera accessible voilà, en quelques dizaines de minutes. En tout cas voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et un excellent week-end de course. Bye bye.